avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Aujourd'hui, dans Cap Sud-Ouest, je vous invite à longer le cours de l'Hérault. Le fleuve Hérault est un fleuve capricieux, soumis aux irrégularités du climat méditerranéen. À sa source et sur les premiers kilomètres, l'eau est un torrent impétueux qui a creusé au fil du temps des gorges pittoresques, parfois très étroites. Mais au fur et à mesure de sa progression entre les monts calcaires et les garrigues, il s'assagit avant de fendre tranquillement la plaine. Non loin du cirque du bout du monde, qui porte si bien son nom, la vallée de l'Hérault est parcourue de sentiers qu'empruntaient les pèlerins de Saint-Jacques. Et au cœur des gorges de l'Hérault, dans le Val de Gélone, il y a la cité médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert, qui étire ses ruelles le long d'un petit cours d'eau, le Verdus. Cet affluent de l'Hérault coule au pied du village fortifié, l'inondant parfois, comme au cours de la crue de 1907. Avec tous ces chemins escarpés, pas étonnant qu'on ait donné aux habitants de Saint-Guilhem le nom de Saoutarok, les Sautes-Rochers. On ne pouvait pas trouver plus bel endroit avec ce platane. C'est un arbre magnifique. Oui, un arbre emblématique de la place de Saint-Guilhem-le-Désert qui est là depuis presque 150 ans et autour duquel je jouais enfant. De quand date la fondation du village de Saint-Guilhem? Alors, tout va commencer dans cette vallée en 804 avec l'arrivée de Guillaume qui est un cousin de Charlemagne, un soldat. Qui, ça c'est la version que les troubadours nous en donnent, qui à la fin de sa vie, terrassé par un chagrin d'amour, se retire pour fonder un monastère ici dans cette vallée très reculée et sauvage. Alors il va emporter dans sa retraite une relique importante, un fragment du bois de la croix du Christ que son cousin Charlemagne lui offre. Et c'est ainsi que cette abbaye va devenir célèbre et va prospérer. En fait, le village porte le nom du fondateur, Guillaume. Et le désert, c'est en rapport avec la nature environnante et peut-être la recherche d'une certaine ascèse? Oui, il y a l'idée de solitude et l'expression désert est une expression moyenâgeuse qui fait référence aux premiers moines du désert, ceux qui étaient partis au IVe siècle en Égypte. Et c'est vrai qu'à l'instar de ces moines du désert, Guillaume est en quête de solitude. En tout cas, le désert symbolise la retraite mystique de ce grand guerrier. Il fonde une abbaye et autour de cette abbaye, on va avoir un village qui se développe. Alors le village va se développer à partir du XIe siècle. C'est aussi à partir de ce moment-là que le pèlerinage se développe. Alors le culte à Guillaume, mais aussi le culte de la croix et les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui vont emprunter nos routes pour venir jusqu'au monastère. Et donc au XIe siècle, effectivement, au plus près de l'abbaye, parce que nous sommes ici dans une vallée très resserrée, très encaissée, eh bien un village va voir le jour. Les gens vont vivre du passage des pèlerins? Ils vont vivre du passage des pèlerins et puis je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les populations qui vont se succéder ici, en tout cas à partir du XIVe siècle, vont être des populations pauvres avec très peu de moyens. Et je crois que c'est une chance parce que quelque part ça a permis de nous préserver, de nous garder ce village avec toute l'authenticité qui le caractérise aujourd'hui. C'est vrai que s'il avait pu bénéficier d'un essor économique... On aurait changé les façades, l'architecture. Complètement, et il ne serait pas le trésor qu'il est aujourd'hui. On est complètement hors du temps ici. C'est vrai, on est au cœur de ce monastère, au cœur de ce cloître.
à l'histoire tourmentée, mouvementée. Et pourtant, c'est pas l'impression qui s'en dégage. Hein, quand on est là, c'est très paisible. On voit qu'il a subi les vicissitudes du temps parce qu'il manque des parties du cloître. Oui, on peut même dire qu'il est aujourd'hui réduit à l'état de fragment puisqu'il ne subsiste que 2 galeries sur les 8 galeries qui le composaient. Donc l'histoire est passée par là. Que va-t-il se passer? Alors l'histoire sera assez longue, mais en tout cas marquée par 2 événements. Le premier, c'est la Révolution, qui va faire que cet ensemble va être vendu parmi les biens nationaux. Des propriétaires privés vont se le partager et installeront ici tour à tour une filature et une tannerie. Alors la reconversion en atelier industriel de cet ensemble ne contribuera pas à son maintien en bon état. Et puis, quelques décennies plus tard, on va connaître une crue du ruisseau Verdus en 1817 qui va accélérer, amplifier le processus de dégradation. Nous sommes alors au 19e siècle, personne ici n'a conscience du patrimoine qui s'offre, personne ici n'a les moyens de relever. On va donc presque naturellement transformer cet espace en carrière de pierre et ainsi disperser aux 4 coins de la région les pierres du cloître. C'est pour ça qu'on en retrouve à New York, des pierres du Alors ça, cloître. c'est une autre partie de l'histoire, puisque parmi les acquéreurs, parmi les acheteurs, il y aura un passionné d'art roman et d'architecture romane, M. Vernière, qui était notaire de son état à Agnan, et qui va venir acheter des pierres ici au cloître de Saint-Guilhem pour constituer une collection de 150 éléments à peu près qu'il va installer dans son jardin. À sa mort, malheureusement, ses héritiers vendront la collection à un architecte américain et en 1913, bien que cet édifice ait été inscrit sur la liste des monuments historiques, en 1913, la collection part pour les États-Unis. On peut la voir aujourd'hui au musée des cloîtres à New York. Malgré ces aléas du temps, c'est un cloître qui continue à être vivant et habité. Il y a une communauté. Il y a une communauté. Alors nous avons un prêtre ici, et puis nous avons la chance d'avoir depuis une trentaine d'années une communauté de religieuses. Il s'agit de carmélites, voilà, qui sont là depuis une trentaine d'années et qui redonnent à cet ensemble son esprit monastique. À la sortie des gorges de l'Hérault, au lieu dit du Gouffre Noir, un vieux pont roman du XIe siècle enjambe le fleuve en son point le plus resserré. C'est le pont du Diable. Œuvre de Satan qui exige en échange de cette construction l'âme du premier qui le traversera. Guillaume l'aurait trompé en faisant passer son chien le premier. Pour comprendre ces paysages de l'Hérault, nous allons à la rencontre de Philippe Martin, photographe, naturaliste et fin connaisseur de cet environnement. Quand on se promène dans ces gorges, Philippe, on a vraiment la sensation d'être dans un autre monde. Pourtant, on est à peine 50 km de Montpellier. Tout à fait. Alors, cette position centrale, puisqu'on appelle ici le pays cœur d'Hérault, se trouvait une sorte de réceptacle par le grand bassin versant du fleuve qui a donné son nom au département, eh bien, de roches charriées par les rivières qui vont se retrouver au Gros Dac, donc à la fin du cours de son parcours. Et donc, on a des roches rouges, noires, blanches, jaunes qui se retrouvent au fond du fleuve et qui donnent au paysage environnant leur pouvoir pittoresque et insolite qui est unique au monde. Voilà. Dans ces gorges, Philippe, on a des milieux très contrastés qui cohabitent entre l'eau. Tout à fait, on ne peut pas avoir contraste plus marqué puisqu'on a un univers aquatique avec des poissons uniques au monde comme le chabot de l'Hérault ou des petits mollusques aquatiques, la bitinelle des sans-fonds, que grâce aux généticiens on a trouvé très récemment, donc des richesses biologiques remarquables. Et le contraste s'opère puisque quelques mètres plus haut, c'est la végétation méditerranéenne, elle composée également de petites plantes modestes mais très rares qui font toute l'intérêt biologique du secteur. Et donc on a là ces deux univers qu'on peut découvrir et ce milieu connu des seuls spéléologues est une source d'intérêt biologique remarquable. Donc on photographie ces animaux, ces milieux. Oui, on les étudie génétiquement et puis on fait progresser la science de la connaissance de notre patrimoine naturel local qui est extraordinaire. Et au sortir des gorges de l'Hérault, Philippe, on embrasse vraiment toute la vallée de l'Hérault avec une végétation méditerranéenne typique. Absolument. Alors donc on passe d'une zone dite de moyenne montagne à la plaine
du fleuve Hérault où son cours va avoisiner les 1% de pente. Donc il va se ralentir considérablement avant d'arriver à la mer. Voilà. Et ici, donc, on est vraiment en pays méditerranéen. En haut, tout à l'heure, dans les gorges de l'Hérault, on avait une conjonction de plantes alpines et de plantes méditerranéennes. Ici, elles ne sont que méditerranéennes. Notamment le pistachier lentisque, qui est un indicateur biologique d'un terrain très sec, très aride, très méditerranéen. Le chèvrefeuille des Baléares, toute une série d'orchidées qui ne peuvent pas se passer de la lumière qui règne en maîtresse ici. Et nous sommes en fait sur une sorte de pelouse à moutons, avec la plante caractéristique, le brachypode rameux, qui était le milieu naturel dominant au cours des derniers millénaires. L'homme est vraiment intervenu par l'agriculture. On a les oliviers, on a la vigne qui structure cette vallée. Autrefois, on pratiquait ici, comme en Afrique, comme en Asie, l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on optimisait le rendement d'un hectare, d'un terrain, en cultivant la vigne au milieu des oliviers. Mais la mécanisation de la vigne, du vignoble, a occasionné après-guerre l'arrachage massif des oliviers qui gênait le passage des tracteurs. Actuellement, ici, on réapprend aux bergers à contrôler des brûlages en hiver, bien sûr, pas en été. Les feux d'été sont destructeurs. Les feux d'hiver sont le seul moyen de gérer le territoire pour les questions esthétiques, biologiques et touristiques. Vous voyez ? Donc un berger pour des milieux ouverts et pour des milieux vivants. Voilà, puisqu'il n'y a que l'agriculture qui peut gérer de manière typique, méditerranéenne, patrimoniale, historique, ce territoire qui n'est jamais aussi beau que lorsqu'il est lumineux. Et c'est en aval du fleuve côtier, dans cette vaste plaine, que l'on va pouvoir découvrir Pézenas, le pays de Pézenas, qui est sur un axe de circulation entre la mer Méditerranée et l'arrière-pays. Et c'est cette position stratégique qui va permettre le développement de la ville. Elle va s'enrichir et aujourd'hui, elle donne à voir les plus beaux vestiges de ses heures de gloire. Nous sommes au cœur de Pézenas, sur une des places principales, avec la maison consulaire, et Denis qui sera notre guide. Qu'est-ce qui a fait, Denis, la richesse de Pézenas? Alors, ce sont tout d'abord les foires au Moyen-Âge. 2 foires octroyées au XIIIe siècle par Saint-Louis, une 3e au siècle suivant. Et donc, ce sont ces foires qui feront la richesse de la ville. Elles n'avaient pas la même dimension que celles d'aujourd'hui, ces foires, non? Ah non, on vient à Pézenas de toute l'Europe, des marchands d'Italie, de Gênes, Pise, les Catalans de Barcelone, les gens des îles Baléares se pressent tous ici pour venir s'approvisionner en draps et en même temps échanger ces draps contre des épices. Comment se répercutent les richesses sur la ville? Alors comment elles se répercutent? Parce que les commerçants ne sont pas de là. Et non, indirectement. Ce sont les propriétaires de toutes ces belles maisons qui, au moment de la foire, vont louer leurs appartements, leurs boutiques aux gens qui viennent d'un petit peu partout. Et donc il faut imaginer qu'au moment de la foire, la ville se vide de son contenu pour laisser place aux étrangers qui s'installent pour la durée d'1 mois. Alors la ville est très riche par ses foires, mais les choses vont complètement changer quand au début du XVIe siècle, les gouverneurs du Languedoc vont venir s'installer à Pézenas. Et les États du Languedoc, qui étaient une assemblée itinérante, vont tenir la plupart de leurs séances à Pézenas. Ce qui fait que Pézenas va devenir, avec Toulouse, la 2e capitale de la province du Languedoc. Et ça, c'est à quelle période? Alors ça démarre au tout début du XVIe siècle, dans les années 1520-1530, et ça va perdurer jusqu'à la mort du prince de Conti, donc dans le 3e quart du XVIIe siècle. Les grandes familles, c'est la famille de Conti? Alors les grandes familles, ce sont tout d'abord les Montmorency, puisqu'on a le premier Anne de Montmorency, le connétable, qui s'installe au château de Pézenas. Son fils Henri Ier s'installe pas très loin de là où nous sommes, dans un hôtel particulier qui se trouvait juste derrière nous. Et son fils Henri II va se faire construire un magnifique domaine aux portes de la ville dans lequel il va animer une cour extrêmement brillante.
Pézenas est une ville riche et puissante au XVIIe, XVIIIe siècle et on le remarque au travers de l'architecture, Denis. Oui, on le remarque surtout dans cet ensemble qui est assez extraordinaire. Au XVIIe, la richesse s'expose timidement. Quelques bandeaux moulurés, une grande porte par contre à bossage. Et c'est au XVIIIe siècle que la façade devient vraiment un élément à caractère ostentatoire avec des baies à ferronnerie, des agrafes à mascarons et un décor beaucoup plus important qu'au siècle précédent. Quand on se promène dans la ville, il y a cette unité architecturale qui est assez incroyable. Le quartier, le cœur de la ville est préservé. Alors, il n'y a pas que le cœur de la ville, il y a toute la ville qui est préservée avec à la fois un ensemble de maisons patriciennes, hôtels particuliers, quartiers artisanaux qui font vraiment l'intérêt de la ville. Et qu'est-ce qu'on représente sur ces façades? Alors au XVIIIe siècle, toutes sortes de choses. À la mode parisienne, suivant des modèles diffusés par l'Estampes, on représente des divinités de l'Antiquité, des allégories, quelquefois des personnages réalistes, peut-être des portraits de propriétaires. Il y a un élément important dans ces hôtels particuliers, c'est souvent la cour intérieure ou l'escalier. Là, on a un exemple incroyable d'escalier monumental. Il est vrai qu'on a dit que la porte était le reflet de la richesse, mais l'escalier aussi. Et plus il sera grand, plus il sera large, plus on est censé être quelqu'un de prestigieux. Et vous avez là certainement l'un des plus grands escaliers construits à Pézenas au XVIIe. Pézenas attire les artistes. Molière y séjourne et y joue. Plus tard, Bobby Lapointe y naît. Quelques statues surprenantes évoquent cet auteur-interprète hors norme. À la ville de Pézenas, on associe un nom aujourd'hui. Alors on associe le nom en effet de Molière. Molière est passé ici au XVIIe siècle, enfin dans la ville. Alors Molière a fait des séjours réguliers à Pézenas entre 1750 et 1757. Pour quelle raison? Et il venait animer les sessions des États. Donc il a fait faillite à Paris, il part sur les routes de France pendant une quinzaine d'années et il obtiendra la protection d'Armand de Bourbon, prince de Conti, qui l'amènera à venir jouer à Pézenas. Il n'a jamais joué dans ce théâtre. Et non, malheureusement, beaucoup de gens croient que ce petit théâtre est le théâtre de Molière. En fait, à l'époque de Molière, c'était une chapelle de pénitents. Et cette chapelle de pénitents se transforme en un théâtre. À la Révolution, on brûle les rétables, le mobilier baroque qu'il y avait à l'intérieur, et un groupement capitaliste de riches bourgeois pissénois transforme la chapelle en théâtre. Donc un théâtre privé qui deviendra municipal en 1857. Là, on le transforme, on lui donne l'aspect d'un petit théâtre à l'italienne. Oui, l'aspect d'un petit théâtre à l'italienne qui s'inspire un peu des théâtres de la fin du 19e siècle, qui a été, tel qu'on le voit, réaménagé totalement en 1900. Donc c'est pas un décor très très vieux et très rapidement fermé, abandonné en 1957, avec Marcel Pagnol qui vient ici prononcer une conférence dans laquelle il dit une phrase qui va semer le trouble chez les Pissénois et les touristes. Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. Et bien des gens encore viennent chercher la maison et le théâtre de Molière dans notre bonne ville de Pézenas. Nous quittons Pézenas en empruntant ce long canal de la Peine, confluent de l'Hérault. En parcourant la campagne avoisinante, on prend conscience de ce que fut la richesse viticole de la fin du XIXe siècle. Les riches négociants sont atteints d'une folie de construction et la plaine va voir l'émergence de véritables châteaux pinardiers. Ici, la Grange des Prés, ancien domaine des Montmorency, transformé en propriété viticole. Plus loin, le château de Saint-Martin-de-Grave. Pas de style unique, mais un foisonnement architectural mélange des caprices des propriétaires et des fantasmes d'architectes. En aval de l'Hérault, à Agde, on découvre amarré à la berge du fleuve le château Laurent. L'emplacement est unique, à la vue de tous, mais inaccessible au public. Cette ancienne propriété agricole devint la demeure de l'énigmatique Emmanuel Laurent.
Vous allez peut-être pouvoir, Denis, me dévoiler les mystères de ce château. Mais bien sûr, Hélène, je vais vous faire rentrer dans ce lieu qui n'est pas encore ouvert au public pour découvrir un peu tous les mystères de ce lieu et toute sa poésie. Je vous en prie. Merci. Quelle est l'histoire, Denis, de cette demeure? C'est un château qui est lié essentiellement à l'histoire d'un homme qui était traversé à la fois par tous les courants d'idées de son époque et à la fois très ancré sur les avant-gardes et toutes les innovations technologiques, puisqu'il avait une formation de médecin, donc c'était un peu c'était quelqu'un qui était scientifique dans son approche et puis qui était ouvert sur toutes les histoires du monde et en particulier grand voyageur. Et donc, comment a-t-il pu voyager, faire tout ça, édifier ce bâtiment? Héritier d'une grande fortune, donc d'une certaine manière ayant une formation, étant ouvert sur tout le milieu artistique de son époque, il a pu s'autoriser finalement à voyager. Et c'est l'introduction de l'ensemble du monde qu'il a perçu dans un lieu particulier qui en fait un peu sa magie puisqu'on voyage en étant statique presque. Il y a de la théâtralité dans ce bâtiment, avec cet escalier. Oui, c'est un escalier qui est assez monumental et qui est en bout de perspective quand on rentre dans le château, avec l'atrium, etc. Et donc, effectivement, c'était un lieu un peu de représentation, d'ailleurs qui était orné à l'époque avec des éléphants qui étaient positionnés sur les différents emmarchements et qui permettaient de mettre en scène, effectivement, toute la vie de ce château qui s'organisait autour de l'atrium, du patio, qui fait d'ailleurs penser aux maisons méditerranéennes, on dit aussi souvent les maisons d'Alep, qui est un peu l'archétype de l'organisation de ce bâtiment. Et cet Emmanuel Laurent, s'est-il fait assister d'un architecte pour construire ce bâtiment? dire, on n'en a aucune information, mais a priori peut-être des conseils, mais il n'y a pas vraiment d'architecte de ce château. Par contre, il s'est associé à beaucoup de savoir-faire de l'époque, des artistes en particulier, des peintres de peinture murale, des ébénistes, des créateurs de meubles, etc., qui sont intervenus ici. Et en même temps, il s'est ouvert sur toutes les nouvelles techniques. Ce qui est intéressant dans ce château, c'est le décor, bien évidemment, mais c'est ce qu'il y a derrière le décor. Puisque dans le fond, derrière le décor, c'est les usages du ciment armé, c'est les usages de l'autonomie avec une centrale hydroélectrique par rapport aux énergies, etc. Donc il est très innovant et par rapport à nos problématiques d'aujourd'hui, assez avant-gardiste. Parce que de fait, il y a des premières publications dans des revues internationales comme Studio à Londres, dont on parle de la salle de bain à la fin du 19e, ce qui prouve bien qu'il était vraiment ancré dans cette dynamique des courants intellectuels de l'époque et artistiques qui se posaient la question du basculement du 19e vers les avant-gardes qu'on découvrira après dans les années 20-30 au XXe siècle. La situation du Château Laurent est unique. Oui, bien sûr, parce que de fait, elle est à la confluence du canal, du Canalet et puis du fleuve Hérault. Et elle est juste ce qu'on appelle la Poncière, c'est cette petite chute d'eau qui marque la limite entre les eaux maritimes et les eaux fluviales, les eaux douces et les eaux salées. On appelle ça la maison des eaux mêlées. Et donc c'est un lieu fabuleux puisque c'est un lieu aussi qui est un peu en vigie sur l'ensemble du territoire. On voit bien toute la plaine viticole, tous les grands paysages. Voilà, et puis bien sûr la cathédrale de l'autre côté. Et ce qui est étonnant, c'est à la fois on est sur une île et à la fois il y a des éléments de modernité, le train, la voie ferrée qui passent vraiment à côté de cette... C'est vraiment la marque finalement de l'histoire du château. C'est une qui était peinte et qui n'avait pas suffisamment de traces pour pouvoir les restaurer, du moins pour l'instant, dans la connaissance qu'on en a. Et donc on a fait appel effectivement à un concours d'art contemporain pour faire intervenir des artistes sur 11 toiles qu'ils vont réinterpréter pour effectivement traduire aujourd'hui le mouvement qui avait été initié par Laurent à l'époque avec les avant-gardes et de le retrouver aujourd'hui dans l'esprit de ce lieu qu'on veut perpétuer dans ce que représentait l'Art Nouveau aussi, dans la transition entre le 19e et le 20e siècle. C'est à Agde que s'achève notre périple le long du fleuve Hérault. Ici, les eaux douces vont se mêler aux eaux salées. Voyager le long du fleuve Hérault, c'est 160 km de découverte. Les paysages sont pittoresques, de l'Igual où il prend sa source, en passant par les gorges, la vallée, jusqu'ici, à l'embouchure du Gros, où les eaux du fleuve rejoignent la Méditerranée. En fait, plus qu'un cours d'eau, c'est une invitation à découvrir tout un département.